On se retrouve donc pour la dernière partie du processus d'indépendance indienne et comment il peut nous enseigner dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui pour faire vraiment une union de tout ce que la France a de meilleur et de tout ce que le monde a de meilleur. Les divisions se multipliaient, surtout dans la Ligue musulmane et dans l'ensemble de l'opposition musulmane, aboutissant à la sous-représentation des candidats. Parmi les mouvements musulmans et hindous qui soutenaient les luttes principales du Congrès, se trouvait le Jamiat ul Ulema, Ahrar, le Krishak Sabha, parti communiste, ou l'Azad Muslim Conference, opposé à la partition et à la Ligue musulmane. De l'autre côté, le parti nationaliste du Hindu Mahasabha, fondé en 1915 pour lutter contre le Congrès et la Ligue musulmane, n'était pas un conflit ouvert avec les Britanniques. Ni lui, ni la Ligue musulmane ne tentèrent de réformes agricoles, économiques, sociales, contrairement au parti du Congrès. Un autre parti nationaliste et paramilitaire, le Rashtriya Swatamsevak Sangha, vit le jour en réaction au soutien du califat ottoman et au rêve d'un rétablissement de la toute-puissance musulmane, donc annexé en entraînant un autre. Il allait connaître une célébrité mondiale quelques années plus tard, par celui qui allait assassiner Gandhi. En octobre 1943, l'ancien membre du Congrès Subhas Chandra Bose, avec des prisonniers de guerre indiens, forma le projet d'une Inde libre sous les auspices des Japonais et il s'engagea aux côtés du Japon en Assam avec l'Indian National Army qu'il avait créée. À la recherche de soutien pour l'indépendance de l'Inde, il rencontra aussi de sa propre initiative les nazis, rompant avec la ligne du Congrès et de la Ligue musulmane. Voilà, donc des extrémistes nazis, il y en a partout. Il faut savoir qu'il y a des nazis qui sont allés aussi aider les pays arabes contre Israël, et que le nazisme, il ne suffit pas de porter le nom, il y a une façon d'être nazi qui existe à partir du moment où on opprime un peuple de façon violente et manipulatrice. Le soutien de Jinnah aux Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Nehru note que jamais, en dehors des mots et des déclarations d'intention, la Ligue musulmane ne s'opposa directement aux Anglais en raison de son attente d'un État séparé. Jinnah avait affirmé « Les musulmans ne pourraient vivre sous aucun gouvernement fondé sur la notion absurde de démocratie à l'occidentale. » Phrase terrible pour un homme politique soi-disant engagé dans le jeu démocratique. En réalité, la Ligue musulmane, contrôlée par les élites foncières et intellectuelles, connaissait mal la réalité populaire, tout comme le Congrès avant Gandhi. En 1937, une campagne de la Ligue, faisant courir le bruit d'atrocités perpétrées contre les musulmans, avait été lancée dans toute l'Inde, et les électeurs de la Ummah furent pressés de jurer sur le Coran qu'ils voteraient pour le parti communautariste, ce qui dopa son score. L'Angleterre ne lança pas de commission d'enquête sur ces prétendues agressions hindoues, ne reconnut aucun problème, mais le mal était fait. En revanche, un membre musulman du Congrès fut poignardé sans qu'une enquête fût décidée. Voilà. Un membre musulman du Congrès. Né en 1878, Mohammed Ali Jinnah avait passé plusieurs années en Angleterre alors que le Congrès était au cœur de ses luttes, et son attitude envers les Anglais fut souvent ambiguë, motivée par l'intérêt des musulmans, ou plutôt l'idée qu'il en avait. Il fut même soupçonné d'être un agent britannique. Les origines de sa famille étaient hindoues, comme celle de Muhammad Iqbal. Je renvoie à une intervention précédente. Sans céder au ressentiment, mais sur un ton où on décèle aisément l'amertume, Nehru décrit Jinnah comme un solitaire plus craint qu'aimé, se tenant à l'écart y compris de ses plus proches collaborateurs. Un juriste et un politicien brillant, mais refusant le changement, et semblant avoir pour seul but de faire échouer tout accord. Jamais il ne fut clair sur ses intentions avec les Britanniques, malgré les lettres que Nehru lui adressa, le mettant en demeure de s'expliquer. Et il en fut ainsi de ses rencontres avec Gandhi.
Il existe aujourd'hui encore des débats sur le fait que Jinnah ait pu être un espion anglais. Rappelons qu'il avait passé des années en Angleterre. Il voulut imposer l'épithète d'hindou au Congrès pour en éloigner les musulmans en dépit de toute réalité. Et Nehru pose alors la question, s'il faut 2 nations pour 2 religions en Inde, alors pourquoi pas 3, 4 ou 5 compte tenu du nombre de confessions présentes. Il déplore en outre le très faible nombre de musulmans progressistes en Inde au vu de l'histoire. Les envahisseurs de l'islam avaient détruit la classe moyenne et la conversion des hindous ne leur avait assuré aucun progrès social au sein des empires qui les dominaient. Voilà, pour répondre en aparté à la question de Nehru, oui. Pourquoi pas 3, 4 ou 5? Alors, des religieux pourraient dire effectivement, oui, chaque religion a droit à son état, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça tout se passe bien parce que les gens ont leur propre religion. Maintenant, il faut voir, est-ce que les gens ont leur propre religion pour leur bien? Et est-ce que véritablement les religieux qui sont à la tête des religions et de ces états-là représentent le véritable message de leur religion? Et s'ils font le bien des populations, parce qu'à l'intérieur de chaque religion, il y a toujours beaucoup d'écoles différentes, elles se sont toutes entretuées, ou des gens de même communauté se sont entretués. Et à partir de là, qu'est-ce qu'un État véritablement hindou, musulman, chrétien, sikh, etc. Eh bien, c'est ce qu'en fera le gouvernement qui se prétend le véritable représentant de cette voie religieuse. Voilà. Et ça suppose de bien connaître les textes, tous les textes, de bien les savoir interpréter, et ensuite aussi d'avoir expérimenté les choses. D'avoir expérimenté les choses, c'est-à-dire de ne pas être uniquement quelqu'un qui a son interprétation, sachant qu'il y en a de multiples. Voilà, donc il faut voir toujours si c'est en accord avec la religion, et puis aussi la réalité, c'est-à-dire qu'on connaît un arbre à ses fruits. Dans toutes les religions, il y a toujours eu des réformateurs, des gens qui ont apporté quelque chose d'autre. Et il y a aussi des prophéties qui disent que quelque chose d'autre doit advenir. Et en particulier, je rappelle cette très belle prophétie dans les hadiths, qui dit que l'antéchrist, on peut prendre ça comme une allégorie ou comme quelque chose de véritable, en tout cas c'est une expression de l'esprit humain, donc il faut l'entendre, parce qu'il nous renseigne sur nous, eh bien sera vaincu par l'union du Mahdi, qui fera l'union de toutes les écoles de l'islam, et le Christ, qui fera l'union de tous les croyants. Voilà. Et ça ne veut pas dire tous les croyants chrétiens et musulmans contre les autres, absolument pas. C'est tous ceux qui considèrent qu'il y a une transcendance et qui vaincront l'antéchrist, et tous ceux qui considèrent qu'il y a une humanité vers laquelle il faut aller, athée, agnostique, etc. Et ensemble, ils s'opposeront à l'oppression, à l'ignorance, à la haine, parce que c'est ça l'antéchrist, et au matérialisme qui amène à l'oppression. Je suis conscient de la dureté des propos que je tiens ici en reliant ceux de Nehru, mais ils sont à l'opposé de l'islamophobie. C'est très important. Arabisant, ayant voyagé abondamment au Proche-Orient et passionnément aimé cette région du monde, lecteur des auteurs soufis, ami fidèle d'intellectuels musulmans, je reconnais un grand nombre de valeurs de l'islam, et c'est pourquoi je mets en lumière, après d'autres, dans cette histoire de l'Inde, tout ce qui a pu, et tous ceux qui ont pu, trahir cette religion, et ne veut taire aucun des faits qui ont marqué des peuples pendant des siècles, abîmant ceux qui les subirent autant que ceux qui les commirent, et provoquant des blessures qui dureront probablement aussi longtemps qu'elles ne seront pas communément reconnues et guéries. La situation humaine catastrophique du Pakistan aujourd'hui est le verdict des intentions et des capacités de ceux qui le réclamèrent et le fondèrent, et là j'inclus les Anglais, bien sûr, pour leurs propres intérêts, que nous allons voir, et ceux qui ensuite aussi se sont servis du Pakistan au cours de la guerre contre l'Afghanistan. Et voilà. Aboul Ala Maududi et les néo-fondamentalistes musulmans. À côté de la politique de Jinnah et de la Ligue musulmane, des acteurs non négligeables
dont l'influence se poursuit encore de nos jours, firent leur apparition dans les années de la lutte pour l'indépendance. Nous avons vu le rôle décisif de Muhammad Iqbal dans le processus de création du Pakistan. Cet État devait être pour lui le terrain de construction d'un homme musulman nouveau, comme il était de mise d'imaginer une humanité nouvelle sous toutes les latitudes, ou presque du monde en ces années, que cette humanité fût fasciste, communiste, spirituelle ou scientifique. Auparavant, Iqbal, comme d'autres, avait dû renoncer à la réalisation d'un État pan-islamique. Proche de la mort, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Iqbal nomma un certain Aboul Ala Maoudoudi, 1903-1979, directeur d'un institut islamique du Pendjab, c'est l'État vraiment au nord de l'Inde, proche du Pakistan. Aboul Ala Maoudoudi construisait en théorie la nécessité de former une sorte d'armée réduite et secrète, entièrement acquise à la cause d'une instauration de la charia et apte à prendre le pouvoir lorsqu'elle en serait capable. Il publia en 1928 De la guerre sainte dans l'islam et créa un mouvement destiné à l'éducation et à la diffusion de l'islam qui se transforma en la Jamaat-e-Islami, un parti politique. Une fois le Pakistan fondé, il voulut en faire le modèle d'un État islamique, publiant la loi islamique et la Constitution. C'est en grande partie sous l'influence de cet héritier de Mohammed Iqbal que le Pakistan devint constitutionnellement, en 1956, une république islamique. Aboul Ala Maoudoudi déclara, ouvrez les guillemets, « Dans notre domaine, nous n'autorisons aucun musulman à changer de religion, ni aucune autre religion à propager sa foi. » Fermez les guillemets. Hassan el-Banna, le fondateur égyptien des Frères musulmans, qui vécut à la même époque, partageait l'objectif d'un établissement de la loi islamique dans les pays musulmans. Qu'il s'agisse de Gandhi ou de ces fondamentalistes musulmans, au XXe siècle, comme dans l'Antiquité, l'Inde continua donc de produire des penseurs dont l'influence positive ou négative se propage encore aujourd'hui dans le monde entier. Muhammad Ilyas, la Tabliki Jamaat et son prosélytisme prétendument apolitique était né dans les années 30, lorsque les masses indiennes devinrent un enjeu pour la Ligue musulmane et les autres partis indiens et hindous. Il s'agissait en particulier de s'assurer la conquête ou la reconquête des convertis à l'islam. Créé en 1927 à Delhi par le fondamentaliste religieux dans la mouvance de Deoband, l'université de Deoband, Muhammad Ilyas, 1885-1944, la Tablighi Jamaat, groupe de prédication, est aujourd'hui devenu le réseau missionnaire le plus important du monde musulman, avec en réalité des visées politiques ultimes, entre guillemets, c'est-à-dire à l'horizon de ses œuvres missionnaires. La partition. En mai 1944, Gandhi est libéré de prison et c'est le constat d'échec des négociations avec Jinnah. Grèves, manifestations, inflation et pénurie provoquent des émeutes de la faim. La Ligue musulmane s'assure un contrôle croissant du vote communautaire et Nehru pose avec justesse la question de la représentativité du vote musulman comparé à la totalité de la population musulmane. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que 54% des musulmans seulement voteront, les femmes et les enfants étant exclus du scrutin, il suffirait qu'il y ait 27% d'entre eux qui soient pour la partition, pour entraîner tous les musulmans dans un exode aussi injuste que dangereux. Des régions de l'Inde à majorité musulmane étaient d'ailleurs contre la partition. Le soutien de la volonté séparatiste de Jinnah s'appuyait non seulement sur la peur instillée chez les musulmans, mais aussi sans doute par la crainte de représailles lors de l'inversion du rapport de force politique et démocratique qui s'instaurerait dans une Inde unie et à majorité hindoue. C'est-à-dire que les oppresseurs et profiteurs d'hier,
les grands propriétaires, les collaborateurs avec les colons anglais, deviendraient minoritaires, comme l'aristocratie à la Révolution française. Et ils avaient tout à perdre d'un pays socialiste, à visage humain, non athée, non matérialiste. D'où leur réaction. Jinnah lança de grandes manifestations, suivies par les confréries soufis, les étudiants et soutenues par Mohammed Iqbal. Donc chez les soufis, il y a soufis et soufis, même Aurangzeb, qui a été le plus grand tyran que l'Inde ait connu, était entouré de soufis, mais à l'intérieur des confréries, comme partout, donc il y a des gens qui sont pour le bien commun, pour la tolérance, ou d'autres qui sont des loups déguisés en agneaux. Jinnah lança de grandes manifestations, donc, etc., dans les troubles qui éclataient régulièrement, accompagnés de mutineries dans l'aviation et dans la marine. La Grande-Bretagne refusa d'envoyer des renforts pour maintenir l'ordre. La guerre s'acheva et le gouvernement anglais avait changé. En Angleterre, les travaillistes plus à gauche que les conservateurs de Churchill étaient élus et dès le 15 mars 1946, le premier anglais, Clement Attlee, annonça la décision de donner l'indépendance à l'Inde, le joyau de la couronne. Les Anglais envoyèrent Lord Mountbatten, aristocrate et héros de guerre à la grande popularité, au milieu du chaos indien. Il dut procéder en urgence à la liquidation du Raj, au moindre coût, et proposa un premier plan, refusé au profit du plan Menon, avec ses deux États séparés. Mais avec cette perspective apparaissait la question du Pendjab et du Bengale, aux populations hindoues et musulmanes et sikhs pour le Pendjab, très mélangées. De leur côté, les 562 États princiers rejoignaient en majorité l'Inde, au prix parfois de longues négociations. Alors, pourquoi le premier plan a-t-il été refusé ? Je n'en ai pas souvenir maintenant, mais on voit que dans la suite, il y a eu quand même une manipulation de l'Angleterre, et que ce soit pour les hindous ou pour les musulmans, le refus de ce premier plan, il était sans doute motivé par des choses très différentes. J'ai dit les hindous et les musulmans, je devrais plutôt dire pour le Parti du Congrès et la Ligue musulmane, ce refus devait être, à mon avis, motivé pour des choses assez différentes. Voilà. Alors, ça fait un petit peu penser au plan qui avait été proposé en Palestine de deux États séparés en 1946-47, mais là aussi c'est un sujet très complexe et sur lequel je ne veux pas m'avancer. Le Congrès refusa le gouvernement de parité hindoue et musulmane voulu par la Ligue parce qu'il n'était pas représentatif de la démographie du sous-continent et que donc il n'était pas démocratique. Par ailleurs, des musulmans avaient de tout temps formé les rangs du Congrès et Nehru, comme eux-mêmes, refusait une politique basée sur la communauté religieuse qui rendrait le pays ingouvernable en instaurant des lois séparées en fonction des us et coutumes et ou des croyances. Gandhi ne pouvait, quant à lui, envisager la moindre partition. En revanche, Nehru et Patel préféraient une Inde amputée, mais au pouvoir central fort, plutôt qu'une confédération avec un gouvernement faible et des risques de partition ultérieure. Enfin, l'histoire des relations avec la Ligue musulmane n'avait rien laissé présager de bon quant à la suite d'une collaboration à l'intérieur d'un grand pays, aux provinces ou États connotés religieusement. Pourquoi la politique du parti de Jinnah aurait-elle changé après l'indépendance, sachant que c'est la partition que la Ligue désirait et des gouvernements séparés destinés uniquement aux musulmans avec uniquement des traditions musulmanes. L'Angleterre voulait sauvegarder ses intérêts économiques et un affrontement jusqu'au boutiste la mettait en danger. Elle préférait l'unité, sauf si la partition évitait le chaos et les massacres. Ça, c'est ce qui semblait. Après, on va voir que peut-être Mountbatten, c'est ce qu'il voulait, probablement, je le crois,
une partie du gouvernement anglais, mais qu'il y a eu une manipulation des représentants indiens, en particulier du Parti du Congrès, pour permettre la création du Pakistan au profit des Anglais et de la Ligue musulmane. Le plan A, proposé par Lord Mountbatten et le gouvernement anglais, envisageait donc un gouvernement central avec une autonomie des provinces, ce qui était positif pour les musulmans dans les provinces où l'islam était majoritaire ou très représenté, avec aussi une politique démographique qui se poursuit aujourd'hui et qui vise à finalement à avoir la majorité dans une région comme le Cachemire par une démographie galopante, alors que les Indiens, pour pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants, pour épargner la terre, pour ne pas épuiser l'État, pour des questions de chômage, etc., ont entrepris une politique de contrôle de natalité depuis plusieurs décennies. Le plan B était la séparation. Jinnah refusa le plan A, de gouvernement central avec une autonomie de province. Sa volonté était clairement d'obtenir la partition. Le Congrès le refusa de son côté, le plan A, pardon. Le Congrès refusa le plan A à cause de la part d'autonomie trop grande apportée aux provinces, qui permettrait évidemment, par l'apport d'argent, par la corruption, par toutes sortes d'influences secrètes, de continuer pour les Anglais et éventuellement les musulmans à manipuler l'opinion publique. Voilà. Ou bien aussi, il ne faut pas oublier, aux extrémistes hindous. Et on voit aujourd'hui avec Modi, dont la politique se comprend aussi par les présidents historiques d'écrasement de l'Inde par les Anglais et par les musulmans. Mais voilà, les extrémistes hindous sont des gens extrêmement dangereux, évidemment, et c'est aussi contre eux, pour protéger les Indiens d'eux, que Nehru refusait qu'il y ait une trop grande autonomie des provinces dans le plan A. Voilà. Sans parler de la question des sous-fédérations, c'est-à-dire toujours d'ultérieures partitions qui affaiblissaient tout le monde, finalement provoquaient le chaos. L'acceptation du plan B et l'explosion de la violence. Le 16 mai 1946, les Anglais tinrent apparemment un double discours au Congrès et à la lutte musulmane. Volonté de régler la question au plus vite, point d'interrogation, hypocrisie, manque de fermeté. Le plan B fut quoi qu'il en soit accepté mais entendu ou compris différemment. Jinnah voulait encore la parité absolue entre hindous et musulmans, cette fois dans le gouvernement intérimaire de 1946. Les Anglais refusèrent compte tenu de la disproportion démographique entre les deux communautés et formèrent un gouvernement composé de 6 membres du Congrès, de 5 de la Ligue et de 3 des minorités refusant de jouer les arbitres au profit de Jinnah. En riposte, celui-ci lança une journée d'action directe, c'est-à-dire la manifestation et de protestation, le 16 août de cette même année, 1946. L'attitude de fermeture du leader de la Ligue était absolue. Il déclara à la fin du mois de juillet « Nous aurons une Inde divisée ou détruite ». Mais son projet était un État pakistanais bien plus grand, couvrant tout l'arc du cercle nord de la plaine indo-gangétique, c'est-à-dire en gros du Cachemire jusqu'au Bengale, avec les fameuses possessions des barons de Loud. Loud, c'est l'Uttar Pradesh, la région de Bénarès, etc. Donc une énorme part de l'Inde. La journée d'action directe fit 10 000 morts à Calcutta, avec des affrontements en majorité entre les Gondas, les voyous, et davantage de victimes chez les musulmans qui ripostèrent dans d'autres parties de l'Inde. Le chef politique local, le musulman Sohrawardi, était opposé à Jinnah, mais favorable à la Ligue. Il paralysa la police et exacerba la violence dans son discours. De son côté,
Burroughs, responsable anglais des forces de l'ordre, attendit 24 heures avant de faire intervenir l'armée. On voit que le chaos était désiré en haut lieu. Le Parti communiste de l'Inde provoquait ainsi une agitation non négligeable au Bengale. Le Parti communiste de l'Inde provoquait aussi une agitation non négligeable au Bengale et dans l'état princier d'Hyderabad. C'est le centre-sud de l'Inde. À l'est du Bengale, un État musulman était aussi l'espoir pour les petits paysans d'échapper aux usuriers hindous. Jinnah rejoignant Nehru dans le gouvernement intérimaire, l'exécutif fut paralysé. Le 10 octobre, des violences intercommunautaires éclatèrent au Pendjab et au Bihar, c'est un État entre Delhi et Calcutta, et se multiplièrent, en particulier au Pendjab où les conflits entre sikhs et musulmans avaient un lourd passif historique. Pour arrêter les affrontements, Gandhi jeûnait et menaçait de se laisser mourir, ce qui finissait généralement par avoir de l'effet, sauvant des milliers de vies. La pauvreté, la soumission quotidienne à des lois millénaires et coloniales, l'accumulation des injustices subies, la longue histoire des oppressions successives, l'absence de perspectives permettant de relativiser le quotidien et l'exacerbation du sentiment religieux en lien avec ces facteurs expliquent la violence extrême qui explosa et explose encore en Inde. Le refoulement, pour parler en termes psychologiques, y est emporté par une décompensation foudroyante.